Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Voilà, c'est des likes, partager, commenter. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, mon nom c'est Djibril Cissé. Je m'appelle Djibril Cissé. Et je suis béninois, je suis originaire de Porto-Novo, la capitale du Bénin. Mais actuellement, je vis dans une autre ville du pays. Et je te suivais, j'avais l'habitude de suivre vos trucs sur Facebook il y a très longtemps. Et puis bon, si j'ai mis assez de temps avant de vous contacter, c'est parce que la décision n'a pas été facile. Vous voyez peu. Comme je vous l'ai dit, je fais partie de cette qu'on appelle communément la Rose Croix. Ce que je ne maîtrisais pas au départ. Et comment je suis, j'ai pu arriver à atterrir là, c'est à cause des problèmes financiers. Parce que j'avais pas assez sur moi pour continuer les études. Je suis l'aîné de ma famille, pour aider mes frères et sœurs qui malheureusement sont abandonnés par les parents. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est un ami qui m'a présenté à un de ses frères qui, qui m'a initié, ou bien qui m'a montré le chemin de la Rose-Croix. La première fois quand j'ai mis pied là-bas, j'ai vu un tableau sur lequel ils ont dessiné une pyramide avec un œil au sommet. Et sur cette pyramide, il y avait des traits. Je crois que c'est 12 degrés. Hein. Ils ont divisé cette pyramide en 12. Donc, il parlait de degrés. Comme moi, je n'étais pas encore initié, à ce moment, ils m'ont remis un petit livre sur lequel c'est écrit Le voyageur au bord de la rivière. Il y a aussi un second livre qui s'appelle Le maîtrise de la vie. Donc, je me souviens très bien de ces livres parce que vraiment, ça a beaucoup fait dans ma vie. Et par que là-bas, ils m'ont dit, pour pouvoir bien évoluer, tu dois avoir un parrain. Et il y a aussi un montant qui se paye à la banque. Moi, je n'étais pas assez bon financièrement, donc le grand frère de mon ami en question a voulu m'aider et il m'a parrainé. Mais au bout de quelques moments, j'ai compris que tout ce que j'avais comme problème, difficulté, ont disparu de clin d'œil. Au départ, je m'en sentais très bien. J'ai bien envie de dire certaines choses, mais j'ai vraiment peur parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a des exercices spirituels que j'aimerais partager avec mes frères et sœurs pour qu'ils savent que, effectivement, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est très irréel. Ce que nous voyons, le monde ne se limite pas sur ce que nous voyons. Le monde est bien au-delà de ce que nous voyons. Donc on a bien commencé, je gagne bien d'argent, je ne veux pas préciser le montant que je gagne. Et je ne veux pas aussi préciser les exercices spirituels que nous faisons pour pouvoir, les incantations pour pouvoir, et plutôt pour pouvoir acquérir cet argent. Actuellement, à l'heure où je vous parle, vous allez remarquer que je suis un peu réservé dans mes propos. Pourquoi? Parce que j'ai un ami qui était dépassé par les événements. Il fait partie de la Rose-Croix et au moment où il a voulu faire témoignage, mais il a voulu dire ce qu'il n'allait pas. Bon,
il était bien bon avant. Il est mort, donc on ne sait pas comment il est mort, on ne sait pas la cause. Mais le problème, c'est qu'après sa mort, tout ce qu'il avait comme bien a disparu. Tout ce qu'il avait comme bien a disparu. Actuellement, que je vous parle, je suis en train de vous parler, j'ai plus une maison où rester. Mais pour vous parler, je charge mon téléphone chez des voisins, je récupère le téléphone et là, je me promène. Quand je trouve quelque part, je dors. Mais pourtant, j'ai une très grande maison dans laquelle je ne peux pas vivre. Mais je vais vous dire quelque chose que beaucoup ignorent, c'est quoi? Quand vous voyez la croix renversée de la rose-croix, ça veut beaucoup dire. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont leurs enfants dans les écoles, qui ne travaillent pas. Vous pensez qu'ils ne travaillent pas, mais ils sont super intelligents. Mais juste qu'ils sont influencés par les pouvoirs maléfiques que certains de leurs amis, les parents leur ont donné, certains pouvoirs. Ce qui fait que quand ils sont en classe, ils arrivent à prendre l'étoile de leurs camarades, la réussite de leurs camarades. Et nous ne le savons pas. Est-ce que vous me comprenez? Actuellement, vous devez savoir que quand on parle de sacrifice humain, mais ça n'a pas été inventé, ça existe vraiment. Et si ça existe vraiment, c'est la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, les deux sets là, vraiment, c'est une réalité. Puisque au départ, ils m'ont demandé des choses que j'arrivais pas à faire. Et le pire, c'est qu'ils m'ont demandé ma mère, ce que j'ai refusé. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à avoir des problèmes. Mais au départ, qu'est-ce que j'avais donné? J'avais donné juste une partie de moi, parce qu'ils m'ont dit je dois donner une partie de moi pour pouvoir bénéficier. Maintenant, au cours d'une cérémonie, ils m'ont remis une coupe en or, une coupe en or qui contenait un liquide rouge. Je ne sais pas si c'est du sang ou c'est du vin. Mais quand j'ai bu, ça avait le goût du vin. Mais c'est pas sûr que c'est du vin. Donc, au cours de la cérémonie, ils vont te bander les yeux. Donc, je ne sais pas pratiquement ce qui s'est passé, je ne sais pas. Juste qu'ils m'ont remis quelque chose que j'ai bu. Et j'ai suivi le témoignage d'une dame sur votre émission. Et c'est ça qui m'a vraiment touché parce que je me suis dit, bon, si elle arrive déjà à dire tout ceci et qu'elle est toujours en vie, bon, je peux aussi toutefois faire ça, mais en même temps, j'ai peur. Je dois vous dire tout ça, si vous vous souvenez très bien, depuis fort longtemps. C'est la peur qui m'envahit. Actuellement, financièrement, je suis à terre. Je suis à terre, je l'avoue. Je suis à terre et si je n'étais pas fort mentalement, j'allais même demander de l'aide sur les réseaux sociaux pour que les gens m'aident à te prendre un boulot ou bien à commencer quelque chose de nouveau. Actuellement, je vis avec mes parents. Ma mère est là, mon père est là. Je les ai tout dit, mais j'ai encore l'impression, quand je les ai dit ça, le diable veut passer par là encore pour détruire mon foyer. Parce qu'il y a de petites disputes qui se réveillent entre mon père et ma mère. De disputes de rien du tout. Donc c'est ça. Et franchement, je veux vraiment de l'aide. S'il y a vraiment quelqu'un capable de me retirer dans ce truc sans que je ne perde ma vie, alors je suis vraiment ravi de savoir. Donc c'est à peu près ça. Bon, je n'ai pas trop voulu rentrer dans les détails parce que pour éviter des problèmes. Bon, dites-moi si c'est bien ou bien si je dois encore rajouter quelque chose. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour à tous ceux qui vont écouter cette histoire qui est mon histoire. C'est une histoire que j'ai vécue aux années antérieures lorsque j'étais jeune, à mon petit enfance de 7 et 8 ans. C'est une histoire que j'ai vécue dans un village au Cameroun, chez moi, que je voulais partager avec vous. C'est une histoire que
Ma grande m'a mis dans un village qu'il ne fallait pas. Moi, je suis médium. Je vois les esprits depuis que j'ai 6 ans. Donc, ma grande m'a amenée dans ce village-là. Elle avait un enfant qui avait 3 ans, que j'en prenais soin. Et comme son mari était un mari très très viril, il laissait ma grande sœur tranquille. Il passait le temps, je fais les câlins, jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Mais quand elle est tombée enceinte, c'est des jumeaux. Donc ma grande sœur m'a laissé dans le village pour aller accoucher chez ma mère. À l'époque, la maman vivait encore. Elle m'a laissé dans le village avec son mari. L'erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a laissé là-bas. Elle était partie avec le petit enfant de 3 ans. Elle m'a laissé là-bas avec son mari. Et moi, j'avais encore 7 et 8 ans. Donc, du coup, un beau jour, en face de la maison là où on vivait, parce que la maison de mon beau-frère là, c'était une maison qui était encore en construction. Et puis, il avait aménagé une chambre dans la maison où on dormait tous. Donc, moi, j'avais mon petit matelas par terre. Et puis, eux, ils avaient leur lit là-bas. Donc, maintenant, j'ai commencé à fuir la maison pour aller jouer en face de la maison. Parce qu'en face de la maison, il y avait leur maison familiale. La maison familiale de mon beau-frère là était juste en face de nous. Donc, c'était un terrain familial. Et c'est comme ça que il y avait la grand-mère, donc celle qui a fait mon beau-frère et ses petits-enfants. Les petits-enfants étaient 3 enfants. Il y avait un garçon qui avait 17 ans, et puis il y avait un garçon qui avait 16 ans, et une fille qui avait le même âge que moi, entre 7 et 8 ans. C'est donc comme ça que je suis restée, je partais jouer avec celle qui avait mon âge, partais jouer avec. On jouait en longueur de journée, on court, on monte, on va à la rivière, on revient, on mange ensemble et tout. Et oui, on faisait tout ensemble. J'ai commencé à dormir avec eux. Je partais plus chez mon beau-frère. Il est abandonné là-bas. Je partais maintenant pour jouer avec la petite là. C'est comme ça qu'un beau jour, la maman des 3 enfants arrive chez nous, donc chez eux. Ils nous trouvent ensemble. Mais dans leur chambre, il y avait un grand lit. Un grand lit peut-être de 4 places comme ça. Qui était très large. Tout le monde pouvait dormir dessus. Donc maintenant, la nuit, j'entends un bruit qui me réveille. Mais moi, comme je suis né médium et que je vois les esprits depuis 6 ans, quand j'entends un bruit la nuit, que je sais dans mon cœur que c'est la nuit, je reste tranquille. J'écoute. Parce que je connais faire la différence entre le bruit de l'esprit et le bruit de l'être humain qui est encore vivant. Quand c'est le bruit de l'esprit, tu le sais, quand tu es médium. Quand c'est le bruit de l'être humain, tu sais aussi. Les deux bruits ne sont pas pareils. Donc, comme je suis médium, quand je ouvre mes yeux, quand c'est un esprit, directement je sais, et je le vois tout de suite. Voilà. Et puis j'essaye d'écouter, ou voir comment il réagit, ou voir s'il est en colère. Je connais maîtriser tout ça. Donc, ce n'était pas donc le bruit du fantôme ou bien de l'esprit qui me réveillait. C'était un bruit humain qui me réveillait. Le bruit qui me réveillait était quoi? Était un bruit qui me secoue. Et ça faisait un bruit bizarre qui faisait wing, 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 wing. Donc c'est comme si c'était tout le lit qui bougeait, quoi. Comme si c'était tout le lit qui bouge, Je ne comprenais rien. Quand je tourne mes yeux comme ça, DMG, je vois le petit garçon de 17 ans en train de tourmer sa mère. Il tourma sa mère. Mais moi, à l'époque, je n'avais jamais vu ça de ma vie, moi. Je n'avais pas encore vu ça.
pour moi, je me suis dit que c'est normal, c'est ceux qui s'amusent comme fils et maman. J'ai moi tourné mon dos, j'ai dormi. Un autre jour, le même geste se répète. Touma sa mère, Touma sa mère, Touma sa mère, Touma sa mère, Touma sa mère. C'était devenu comme habitué, non? Dans tout ça, je ne comprenais rien. Je continue toujours à dormir avec eux. Un beau jour, la maman là est partie. Elle n'était plus là avec nous. Quelques jours après, je vois le même petit garçon de 17 ans sur sa petite sœur. Il touma sa petite sœur, il touma sa petite sœur, il touma. Et quand il finit de touma, celui de 16 ans aussi monte sur la petite sœur. Il touma la petite sœur, il touma la petite sœur. Quel même âge que moi, hein? Pour moi, je me disais qu'ils s'amusaient entre eux, les frères, ils s'aiment beaucoup. Je ne comprenais pas que ce qu'ils faisaient, c'était mal. J'étais souvent un petit enfant. Je continuais toujours à dormir avec eux. C'est comme ça que, un autre jour, le même garçon de 17 ans monte encore sa petite soeur. Il touma. Le même bruit me réveillait toujours. Il touma. Après, celui de 16 ans monte encore sa petite soeur. Il touma, la petite soeur qui a le même âge que moi, 7 ans, 8 ans. Un beau jour encore, le même geste se répète, mais sauf que ce jour, celui de 17 ans était sur la petite soeur. Il tournait la petite soeur jusqu'à... Celui de 16 ans voulait qu'il finisse vite pour que lui aussi fasse sa part. C'est là où celui qui a 17 ans lui fait un geste. Il ne parle pas. Il fait un geste, il lui pointe du doigt. Moi, je l'ai regardé. Il lui pointe du doigt que celle-là va chez elle. Va lui faire la même chose. Quand celui de 16 ans a essayé de venir vers moi, j'ai juste commencé à pleurer. Leur grand-mère dormait à côté. Quand j'ai commencé à pleurer, leur grand-mère est sortie. Leur grand-mère a dit, vous voulez gâter l'enfant de Trouy. Vous avez fini de gâter tout le monde. Vous aussi gâtez celle-là. Vous ne savez pas que c'est une étrangère, qu'on ne touche pas les étrangers dans ce village. Vous voulez gâter celle-là, pourquoi? C'est comme ça que la grand-mère m'a tiré dans cette chambre. Elle m'a amené, j'ai commencé à dormir avec la grand-mère. Tous les jours maintenant, j'ai peut-être dormi avec la grand-mère. Tous les jours, j'ai peut-être dormi avec la grand-mère. Mais ce jour, le lendemain, je me suis levé. La grand-mère me dit que tu fais quoi? Ils m'ont appelé tous. Le grand frère qui avait 17 ans, la fille qui avait le même âge que moi, et tout le monde qui était dans leur famille, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit ce que tu as vu. Tu ne répètes pas ça à quelqu'un, tu as compris. Si tu parles, on va te tuer. Si tu tentes de raconter ce que tu as vu, on va te tuer, tu as compris. J'ai dit ok. Alors maintenant, ils ont commencé à chercher un moyen pour m'éliminer. Ils avaient un serpent mystique. Comme je connaissais déjà leur secret, il fallait qu'on m'élimine le DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonjour DMG et bonjour à la communauté DMG. Aujourd'hui, je suis venue pour vous raconter une histoire, une expérience surnaturelle et mystique que j'ai vécue personnellement. En fait, pour l'histoire, si je me mets à les raconter en détail, elle sera très longue. Alors, je vais essayer de passer au plus important et d'en parler. Merci pour la chaîne et merci pour l'initiative. En tout cas, ça me plaît beaucoup de voir que le monde, beaucoup de gens prennent conscience du côté spirituel du monde. Et merci aux gens, likez, abonnez-vous à la chaîne et ça fera plaisir. L'histoire, je vais dire qu'elle commence. Il y avait ma soeur qui était tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, en fait, on allait prendre une aide ménagère parce que celle avec qui on était, il y avait un petit problème, elle était partie, on devait prendre une aide ménagère. Et puis un membre de notre famille nous a dit non, ne prenez pas d'aide ménagère. Il y a une telle fille qui est de notre cousine, peut-être que vous ne la connaissez pas personnellement, mais qui est une cousine. Et elle vient du village, elle était dans tel endroit, ça ne marchait pas et tout ça. Elle a besoin, vous pouvez l'aider, par exemple, pour vous l'aider, qu'elle vienne dans la maison, elle va aider. Esquisse, la fille qui va mettre au monde,
Et puis, elle, vous pouvez l'aider avec le frais académique vu qu'elle continue l'université. Bon, à la minute, maman s'est dit, bon, c'est pas un problème, elle peut venir et tout. Alors, la fille, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, elle était très gentille, polie et calme. Mais moi, il y avait bizarrement quelque chose en elle que je trouvais pas normal. Il y avait quelque chose en elle que je trouvais louche et j'ai déjà rappelé que je suis de nature très intuitive. J'ai une très forte intuition. Une très forte intuition. Alors, c'était comme ça. On vivait ensemble, on était dans la même maison et tout, et chacun avait sa chambre. Elle avait sa chambre, elle occupait la chambre de visiteurs. Moi, j'avais ma propre chambre, et les autres, chacun avait sa chambre. Alors, on vivait, on était calme, mais ce qui s'est fait, c'est quoi? C'est que vu qu'elle, elle occupait la chambre du visiteur, quand on devait recevoir un visiteur à la maison, elle devait venir dormir dans ma chambre. Et du moment que le visiteur s'en aille, elle récupérait sa chambre. Donc, c'était un peu comme ça. Et c'était pas un problème, hein. On arrive, à un moment donné, il y avait un visiteur, alors notre maman lui a dit que non, tu peux laisser ta chambre pour le visiteur, tu vas dormir avec, je vais nommer Christine, tu vas dormir avec Christine. Moi, je me suis dit, c'est pas un problème, vu que c'est quelques jours aussi. Alors, la première nuit qu'elle devait dormir dans ma chambre, elle a quasiment fouillé, elle a dormi au salon. La deuxième nuit, c'était comme ça. La troisième nuit, c'était comme ça. Alors, un jour, maman le voit, elle se fâche contre moi. Toi, tu es comme ça, tu te prends pour qui? Et tout ça, c'est ma maison. Arrête d'être méchante, tu sais pas vivre avec les gens et tout ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que moi je fais? Je n'ai rien fait. Et puis, j'ai pas refusé qu'elle dorme dans la chambre. Non, c'est pas bien. Alors, pourquoi elle a peur de toi? Pourquoi elle a fouillé? Tu es une jeune fille, vous avez presque le même âge parce qu'elle était plus âgée que moi de 2 ans, je crois. On avait presque le même âge. J'ai plus de masse qu'elle. Tu es méchante et tout ça. Elle a commencé à dire de trucs un peu bizarres. Je me suis dit, mais pourquoi tu prends toujours de mauvais côtés? Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai aucun problème contre elle. Peut-être que si elle fouille ma chambre, c'est peut-être parce qu'elle voit quelque chose en moi qui peut lui déranger. C'est pour ça qu'elle s'enfuit. Pourquoi tu veux toujours tout prendre de façon superficielle, en fait? Elle m'a dit, non, tu es méchante. Tu ne sais pas vivre avec les gens et tout ça. Bon, moi, j'ai laissé passer. Alors, quelques temps après, après ça, je crois qu'elle avait entendu, elle a commencé à dormir dans ma chambre. Et j'ai toujours eu à rêver, hein. J'ai un don naturel que Dieu m'a donné avec le son. Je rêve beaucoup. Mais bizarrement, quand elle dormait dans ma chambre, parfois tu as l'impression d'avoir rêvé. Pire, tu as fait un cauchemar. Mais pour te réveiller, te rappeler des rêves que tu as fait, mais c'était la mer à boire en fait. J'oubliais mes rêves quasiment. Au début, je trouvais ça normal. À un moment donné, je me suis dit non, je ne trouve plus ça normal. Les gens la voyant, j'avais un pressentiment assez bizarre. Alors là, je dors avec elle, je me souviens pas de mes rêves. Est-ce que c'est normal? Bon, je me suis dit que c'est pas grave. Alors je me rappelle un jour, on était à l'église avec maman, nous sommes en train de prier. J'ai entendu une voix me dire, tel que tu es là, si tu rentres à la maison, tu prends ton lait de beauté, tu la jettes. Ne l'utilise plus. On vient de l'abîmer là maintenant, on vient de l'abîmer. Ta lotion, jette-la, on vient de l'abîmer. J'étais à l'église, je me suis c'est comme c'est des genres de voix auditive, hein. Tu ne sens pas c'est pas une intuition qui parle au tout fond de toi, mais c'est une voix que tu entends vraiment avec tes oreilles. Pourtant, il n'y a personne. Je me suis dit, on a jeté mon lait de beauté. Vu que je la trouvais aussi suspecte, je me suis dit, ouf, elle n'a pas abîmé mon lait de beauté là dans la chambre et tout. Je suis rentrée à la maison, j'ai vu mon lait de beauté. Quelque chose me disait, jette-les, tout ça. Et j'avais quand même acheté cher ces laits de beauté là. Je me suis dit, non, je vais pas la jeter. J'ai prié sur le lait de beauté, j'ai dit des paroles et tout ça. J'ai commencé à appliquer le lait de beauté. Je crois qu'il n'y avait même pas une semaine, j'ai eu des boutons sur le visage. De boutons énormes, des problèmes de peau, des trous inexplicables. J'ai même jeté le lait de beauté, mais tout ce que j'essayais de mettre après, dermatologique et tout ça, même médical, pharmaceutique, ça ne marchait pas. J'avais des boutons extrêmes, j'avais des problèmes de peau. Ma peau n'était plus du tout belle. Et j'ai compris, je me suis dit, waouh, la voix c'était à l'église, j'ai prié, mais les beautés m'a quand même abîmé. C'est quoi ça? J'ai acheté des cadenas, que je fermais ma valise et tout. Mais j'avais toujours des problèmes. Après quelques temps, j'ai commencé maintenant à refaire mes rêves. J'ai commencé à prier et tout ça, à refaire des rêves. Mais c'est fou, cette fois, j'avais des rêves maintenant qui étaient mauvaises là concernant. Des très mauvais rêves. Et au début, même quand je rêvais comme ça, j'en parlais à un maman.
à ma mère, genre j'ai fait ça sur elle et tout ça. Elle me dit, non, c'est pas, peut-être que c'est faux, peut-être qu'elle fait comme, elle, parfois elle va faire comme si elle y croit, et après, mais elle s'en fout complètement. Et je faisais des rêves. À un moment donné, je me suis dit non, je vais pas. Je vais plus m'embrouiller. Je rêve et puis c'est tout. Je vais prier entre moi. Parce que mes plaisirs dans les rêves, il y avait des rêves où elle voulait quasiment me tuer. Et dans chaque rêve que je faisais, il y avait toujours une solution. Il y avait toujours des gens qui venaient me soutenir et où parfois je la gagnais quasiment. Alors ça me plaisait. Et ça me disait, je me disais que ouais, c'est que peut-être dans le monde spirituel, mon homme spirituel est fort, il n'est pas faible. Elle essaie de m'attaquer, elle ne réussit pas. Et quand dans les rêves, j'ai gagné comme ça, la journée des problèmes ont commencé. Elle se mettait avec ma sœur de sang, hein, celle qui était enceinte à l'époque, pour me critiquer. Elle s'est mélangée avec des cousines de la famille pour me critiquer, pour se mettre à me critiquer, à dire du n'importe quoi sur moi. Et puis ils vont s'arranger à ce que l'une d'elles vienne m'apprendre qu'ils m'ont critiqué. Alors ça m'énervait au début, ça me fâchait. À un moment donné, j'entre même dans la chambre, je les surprends en train de me critiquer. Quand ils me voient, ils changent de conversation. Je pars voir ma mère, je lui dis, mais regarde ces filles-là, ce qu'elles disent sur moi et tout ça. Elle s'est encore fâchée. Toi, t'es toujours comme ça avec toi. Tu ne sais pas vivre avec les gens et tout ça. Et je tiens à rappeler que j'ai une forte intuition. Donc, mais il y a même des gens, quand elle les amène à la maison, moi, je vois que ça, c'est pas une bonne personne. Et avec les temps, Dieu merci, ces gens ont toujours révélé leur vrai visage. Donc, une personne normale pouvait même se dire que cette fille, elle me prévenait. C'est peut-être une enfant. Elle me prévient. Mais je ne me mets pas à croire ce qu'elle dit. Mais au final, ces gens s'avèrent être de mauvaises personnes. Elle n'a jamais prêté attention. Elle continue, elle enchaîne de mauvaises relations. Je ne sais pas, amener des mauvaises personnes à la maison qui les trahissent et s'en vont. Et moi, je suis toujours celle qui remarque dès le départ que ces gens sont pas bien. Alors, elle s'est mélangée avec des cousines pour me critiquer et tout ça. Et moi, ça m'énervait, ça ne me plaisait pas. Surtout quand je voyais que ça n'avait pas d'aide des mamans. Et maman avait pris plaisir à me rabaisser devant elle et devant les autres. Me dire des méchantes paroles. Pourtant, je suis pas laide, je suis une très jolie fille. Sans me vanter. Donc, des remarques un peu méchantes. Et à un moment donné, elle a même commencé à me manquer de respect sur mon poids. Alors que je suis pas en surpoids et tout, mais j'ai quand même des hanches développées et quelques courbes. Alors, elle me disait une fois, d'ailleurs, toi, tu n'as pas la taille des jeunes filles, hein. Regarde, par exemple, à l'époque, elle me disait ça. Regarde, par exemple, elle et ta cousine, regarde, elles sont minces et tout. Mais toi, tu n'as pas une taille de jeune fille. Et je me rappelle ce jour-là, je lui ai dit, regardez, je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Je suis pas en surpoids, je n'ai pas de problème. Elles ont peut-être des belles tailles selon toi, mais moi, j'aime ma taille telle qu'elle est. Et je lui avais répondu ça. Mais après, tu vois, j'ai peut-être répondu, mais que ça m'avait un peu blessée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Des gens que je lui dis clairement qui me critiquent et elle prend plaisir à me rabaisser et dire des méchantes paroles en leur présence. Alors, quand je faisais des rêves, je lui disais plus. C'était comme ça. Et avec mes boutons, il y en avait toujours. J'essayais de les traiter, il y en avait toujours. Mais ça va, c'était plus de trop ou très mauvais. Alors, euh, il y avait une cousine, une tante, je peux dire. Elle sortait avec un homme marié. Quand je l'ai appris, je lui ai dit que non, c'est pas une bonne vie. Il faut faire attention, il faut avoir peur des dieux et tout. C'est pas bien de vivre comme ça. Non, elle me disait que non, il va divorcer et tout ça. Je lui ai dit non, il va pas divorcer. Ils sont toujours comme ça, ils disent toujours comme ça. Il ne va pas divorcer et tout ça. Cherche-toi une personne bien qui est calme et libre. Moi, je lui ai dit, mais apparemment, elle n'avait pas aimé en fait. Elle est allée en parler à son copain. Son copain a dit que je suis une sorcière. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais c'était grave. Elle est venue en parler à ma maman. Elle s'est dit, ah, maman s'est dit, c'est peut-être pour ça qu'elle n'aime pas les gens quand ils viennent à la maison et tout ça. Ils sont mis à la maison pour me traiter des sorcières, me dire des méchantes paroles d'un niveau inexplicable. Elles ont commencé à être méchantes avec moi de trop. Là, d'un autre côté, j'ai fait des rêves qui tellement m'attaquent. Mais je n'ai personne avec qui parler de ça. Et à un moment donné, je faisais semblant de dire merci. J'avais un bon mec avec qui j'étais, qui me conseillait, qui me demandait d'être forte. Il me disait, tu vois, ce genre de choses, peut-être que tu as une très grande étoile et on te combat. Alors j'étais comme ça. Quelques temps après, c'était des trop, hein, comme je disais, c'était des trop. Et un jour, ça m'a commencé maintenant à me dépasser. J'étais devenue au salon, j'ai fait semblant d'être très forte et tout ça. Mais quand je m'enferme dans ma chambre, je me mettais à pleurer. Je me mettais à pleurer. Je dis, mon Dieu, on dit que tu es juste, mais comment ça se fait que tu me mettes dans une famille où je ne serai jamais acceptée, où les gens me font tellement du mal? Je n'ai pas un cœur de pierre.
Je suis une personne, quand on est méchant avec moi comme ça me dérange, ça me fait du mal. Pourquoi tu peux me faire ça et tout ça? J'ai pleuré en fait, je me disais parfois tu n'es pas juste et tout ça. Alors un jour j'avais tellement pleuré, c'était des trop, comme je vous le dis, si j'ai aimé à raconter l'histoire en entièreté, l'audio sera tellement longue. J'ai essayé d'un peu raccourcir, mais les côtés spirituels de l'histoire, maintenant, on fait comment? C'est des côtés mystiques, en fait. J'ai parlé, je priais. Je parlais pendant je pleurais, je pleurais. Et je voulais me rendormir. Vous voyez, comme ça se passe, tu veux t'endormir. euh, Il y a une voix encore. J'entends cette voix me dire, mais tu es là, tout le monde est contre toi. Il y a même une qui t'attaque dans le mystique comme ça. Tu es sûr que tu n'as besoin de personne. Et je m'assois, je me dis, ah, je me suis dit, oui, elle a raison. Même si j'ai mes fâches, j'ai dit n'importe quoi, je suis consciente que quand au moins dans les rêves, elle n'arrive pas à m'atteindre, à me faire du mal. Il y avait une armée de personnes qui venaient me défendre parfois. Si ce n'est pas le cas, euh, en tout cas, j'ai gagné toujours. Elle ne gagnait pas dans les rêves. Alors, j'ai commencé à prier, à pleurer, à demander l'aide de Dieu. Je me suis rendormie, j'étais tellement fatiguée. Je me suis endormie, j'étais tellement fatiguée. Alors, en m'endormant, à un moment donné, j'étais profondément endormie. Je vois ma porte comme si elle s'ouvrait. Bim! Comme si quelqu'un était entré dans ma chambre. Alors, quand la personne entre, il m'appelle par mon nom. Je vais me nommer un peu Christine. Hein, Christina? Christina, réveille-toi. Et je lui ai regardé, j'étais fatiguée. J'ai vu un grand monsieur, assez fort. Hein. Il était vraiment fort. Physiquement fort et imposant en fait. Pas vraiment colérique, mais autoritaire. Il me regarde, me dit réveille-toi. Je me suis réveillée. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe? Je lui ai regardé, j'ai dit. J'ai commencé à lui expliquer tout ce qui se passait. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à lui dire. Il m'a dit arrête de pleurer, arrête de t'expliquer. Tu as beau vivre tout ce que tu me rencontres. Dis-moi combien de fois toi tu t'es bâti. Je suis restée, j'ai dit pardon. J'ai commencé à lui expliquer que non, ces jours-là, ils m'avaient critiqué, ils ont fait ça. J'ai parlé, j'ai commencé à expliquer tout ce que je vivais en entièreté. Il m'a dit non. C'est pas comme ça, tu n'es pas une personne faible, tu es forte. Arrête de te plaindre, de toujours pleurer. Bats-toi. Je me suis dit que je me batte. Et tout ça, j'ai pas compris. La première vie, quand il me disait de me battre, il était fort. Je me suis dit peut-être que j'ai affaire à un démon, mais il était très beau. Et il avait dans une beauté un peu surnaturelle en fait. Mais à la minute, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Alors, quand il a commencé à me demander de me battre, j'ai eu peur. Je me suis dit peut-être que tu es un démon, je te chasse au nom de Jésus-Christ. J'ai commencé à parler, à prier. Il m'a regardé, il m'a dit bats-toi, arrête d'être faible, tu n'es pas faible. Il m'a touché. Il a fait tu vois comment on teste un fait, hein? Tu ne touches pas vraiment la plaque. Tu essaies de voir, il m'a touché comme ça. Il a essayé de toucher ma tête. Il m'a dit, mais tu as une très forte vibration. C'est quoi? Pourquoi tu te mets à pleurer, à te plaindre? Bats-toi. Et puis quand il me parlait, j'étais un peu, je sais pas, j'étais un peu triste. Et j'avais l'impression d'être incompris. Mais je souffre, j'ai des problèmes. Toi, tu me demandes de me battre. Tu ne comprends même pas ce que je vis. Et à un moment donné, c'est comme s'il avait compris que je ne comprenais pas ce langage de la force là. Il a passé la parole à un autre monsieur. Et le monsieur s'est assis sur le pied de mon lit. Il s'est assis et m'a appelé par mon nom. Je vais dire Christina. Il m'a dit Christina, tu sais, tu n'es pas une personne faible du tout. Tu es une personne très forte. Et l'ennemi ils essayent de te combattre, de faire du mal, de te détruire. Ils n'arrivent pas. Maintenant, la cible, c'est quoi? De t'affaiblir, de te faire du mal physiquement, mentalement, de détruire de tout ton cœur, faire souffrir ton âme pour t'affaiblir. Arrête d'être faible. Tel que là, on est là, nous sommes là pour te défendre, pour nous battre pour toi. Pour te défendre, pour nous battre pour toi. Mais on est même là précisément pour nous battre pour toi, pour te défendre. Mais même en entrant dans ta chambre, nous avons senti une force inexplicable. Tu es forte, tu n'es pas faible. Arrête de toujours pleurer, de lamenter. Il m'a regardé, il était tellement calme et gentil. Et lui, quand il me parlait, j'ai vu que ça, c'est quelqu'un qui me comprend et tout. L'autre n'était pas méchant, hein. Il était bien, mais il était autoritaire. Alors, quand le monsieur a commencé à me parler, à m'expliquer certains trucs, et à un moment donné, j'ai senti une très forte douleur au niveau de mon dos. Ah, j'ai eu mal. Et quand il me parlait, j'avais tellement mal. Je crois que
Vu que je m'étais endormie en étant triste, ça a encore réveillé la peine que j'avais. Je me suis mis à un peu pleurer, à regarder les messieurs. Je lui ai dit, regarde cette douleur que j'ai au dos, j'ai très mal. Ça a encore commencé et tout ça. Il m'a dit, y a rien de grave. Tourne-toi, tu vas voir la personne qui se cache derrière ces problèmes. Et j'ai tiens à rappeler qu'à la minute, quand ils étaient là, j'avais même oublié que j'avais affaire à la cousine, que je rêvais mal d'elle et tout. Et je rappelle que le monsieur autoritaire, sa voix, c'était souvent la voix, une voix, c'était comme la voix de mon intuition, la voix qui me parlait au-dedans de moi. C'était une voix que je reconnais. Parce que quand il a commencé à me parler, je m'étais étonnée au début. Je me suis dit, waouh, il ressemble à ça, je connais cette voix. Je vous rappelle que c'est pas un mensonge, j'ai une réalité. Dieu m'est témoin, j'ai vécu ça. Alors le monsieur me dit, retourne-toi, tourne-toi, tu vas voir ce qui se passe derrière toi. Alors, j'avais un peu de doute au début. Je me suis dit, mais comme il me dit de me retourner, la personne va l'entendre et elle va s'enfuir. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, qui me veulent ces deux messieurs? Je commençais à me poser des questions. Il m'a dit, arrête de te poser des questions. Tourne-toi, suis ce que je t'ai dit. Arrête d'être tel que tu es. Arrête d'être incrédule. Tourne-toi. Alors, je fais quoi? Je me suis retournée. En me retournant, je vois quoi? La cousine, celle qui était à la maison là, qui me combattait, la fille pour laquelle j'ai rêvé mal et tout. Alors, je me suis retournée, je lui ai vu, elle était là, elle me regardait. Quand elle prenait ses mains, c'est comme si elle manipulait mon dos et j'avais très mal au dos. Et il y avait des moments où je me réveillais avec des douleurs au niveau du corps. Alors, quand je l'ai vue, je me suis retournée, elle m'a regardée, elle a paniqué. Je t'ai dit, je lisais la panique dans ses yeux, elle n'arrivait pas à croire ce qui s'est passé. Alors, je l'ai regardée, j'ai dit, waouh, donc tu es une sorcière, hein, je savais, tu penses que je suis étonnée, je savais que tu étais une sorcière. Alors la fille a commencé à disparaître. Je sais pas, il y avait une fumée noire qui la prenait. Si elle prend par exemple ses pieds disparaissent. Elle prend ses genoux. La fumée noire l'a menée avec elle. Je lui ai regardé. Je me suis dit, Seigneur, je m'étonnais seulement de la voir disparaître là. Alors, en la regardant comme ça, elle a complètement disparu. J'ai vu la porte de sa chambre s'ouvrir. Je me suis dit, je ne vais pas la confronter maintenant. Parce que je me retourne, j'ai compris maintenant que les gens qui étaient là, ce n'étaient pas des gens pour me faire du mal, mais c'était des gens pour m'aider. Peut-être que je n'avais pas été trop gentille avec eux, surtout les messieurs qui étaient autoritaires. Alors je voulais me retourner pour leur dire merci, pour les remercier. En me retournant, ils n'étaient plus là. Et là, je suis restée assise sur le lit. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une imagination ou quoi que ce soit, la réalité. Alors là, de l'autre côté, je vois la chambre de la cousine, la porte de la chambre de la cousine s'ouvre. Je me dis que je sorte au salon la confronter. Non, je ne vais pas le faire maintenant. Je commençais à prier, à demander pardon à Dieu, à m'excuser d'avoir été trop faible, à me lamenter. Et tout ça, je demandais merci pour tout. J'ai compris que mes rêves n'étaient pas du tout une blague. Que ce n'était pas une blague, que je voyais des choses telles qu'elles étaient. Alors, le lendemain, même la cousine n'arrivait même pas à sortir de sa chambre. Elle s'est réveillée, c'est le genre de personne qui s'est réveillée à 6 heures. Elle fait déjà presque tous les travaux. Quand vous vous réveillez à 7 heures là, ou 8 heures, elle a peut-être arrangé déjà la maison, fait la vaisselle et tout ça. Ce jour-là, elle s'est réveillée à 13 heures. Et quand elle s'est réveillée, elle a tout fait pour m'éviter. Moi, je l'attendais au salon, je voulais la confronter. La première idée qui était en tête, c'était la confronter, la mettre en garde qu'elle ne recommence plus. Alors, elle s'est réveillée à 13 heures, elle a fouillé, elle est allée à la cuisine. Moi, je m'étais déplacée. Vu que je l'avais trop attendu, je me suis déplacée. Elle a profité là, elle est sortie de sa chambre, elle a fouillé, elle est allée à la cuisine. Quand elle est allée à la cuisine, elle est venue me saluer. Elle s'est accroupie avec politesse. Tu vois comment on salue une reine, un chef et tout ça. Elle s'est accroupie comme ça. Elle m'a salué. Elle s'est enfouie et je suis restée. Je me suis dit, waouh, Seigneur. Donc, c'était pas une blague, c'était pas un rêve. Tout ça, tu l'as fait pour moi. Et je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Et cette journée a marqué ma vie. Hein. Tu voyez, dans la vie, même si vous souffrez, il y a toujours Dieu qui est là. Soyez toujours juste avec Dieu, soyez vrai. Il va vous défendre. Et généralement, il y a des gens qui vous combattent. Ne normalisez pas certains combats. Ce sont des combats spirituels non remportés qui viennent dans le monde physique. Donc, merci de m'avoir accordé du temps. Merci pour l'histoire, en fait. J'ai tout fait pour qu'elle soit courte, mais bon, c'était quand même grand. Et là, malgré tout ce que j'ai rencontré, il y a quand même des détails que je n'ai pas pu donner pour éviter que l'histoire soit très longue. Alors, merci pour tout. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais compris si ces messieurs étaient des anges gardiens ou je ne sais pas si c'était Jésus que j'avais vu, je ne sais pas trop. Mais en grandissant, en comprenant la spiritualité et certains trucs, je me dis que peut-être qu'ils sont mes anges gardiens. Parce que j'ai eu d'autres moments où j'ai rêvé de même messieurs, mais avec d'autres caractéristiques
mais des choses qui rappelaient que c'était eux en fait. Par exemple, la force que l'un avait et l'autre qui avait la douceur. Mais avec certains traits qui m'est poussé à les comprendre en fait. Et la chose qui m'avait le plus intriguée, c'est quoi? C'est que la fille qui était venue, la sorcière là, elle ne les avait pas vus. Elle ne les avait pas vus. Quand on me demandait de me retourner, elle était là, elle continuait à presser mon dos, à faire de n'importe quoi. De loin, elle ne faisait pas de près, elle faisait de loin, elle dirigeait ses mains sur mon dos et mon dos était ciblé. Donc c'est un peu ça. Merci pour m'avoir accordé du temps. Et désolée, je ne suis pas très habituée à narrer des histoires comme ça. Alors j'espère qu'elle sera assez compréhensive et sera longue. Sera pas extrêmement longue. Merci pour l'histoire. Abonnez-vous, soutenez la page, aimez et commentez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la 4e histoire. Bonjour DMG, ça c'est une fois de plus Monsieur X avec une nouvelle histoire. L'histoire d'un jeune garçon qui a été cogné par un train. Et puis il a survécu à un accident de train. Ça c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans une zone rurale. Lui, il est natif de la zone rurale. Il y a son cousin qui vient de Douala avec l'une de ses grandes-tantes. Son cousin vivait chez l'une de ses grandes-tantes qui était aussi la grande-tante à son cousin, puisque la grande-tante était la grande sœur de la mère à son cousin. Donc, du coup, ils arrivent pendant la période des vacances chez leur arrière-grand-mère, puisque celle qui avait mis au monde la mère de leur mère vivait encore. Ils sont réunis pendant les vacances, la grande-tante est arrivée puisqu'elle avait un peu de sous dans la famille. Vous savez comment ça se passe généralement dans les familles africaines. Celle ou celui qui est un peu plus nanti, même quel qu'en soit son âge, malgré son âge, c'est toujours la personne à qui revient le dernier mot. Donc c'est un peu ça. Du coup, il y a une petite assise familiale, blablabla. Bla, bla, et puis après, ça c'est la grande-tante qui dit, bon, il faudrait que vous partiez chercher le bois. Je vous ai dit au préalable que c'était une zone rurale. Donc, il vivait du champ. Du coup, on a désigné le garçon qui vivait dans la zone rurale, puisqu'ils étaient les deux garçons, plus son cousin. Les deux, c'est le cousin, le garçon qui vivait dans la zone rurale qui connaît la route du champ, question il fallait aller chercher le bois. Voilà, il se lève le matin, il prend le pouce. Ils vont. L'endroit où il partait chercher le bois, c'était vraiment éloigné. Et puis, c'était sur la route des rails. Donc, il y avait un endroit où il y a un passage. Au moins, on peut parler de 30 mètres où il n'y a rien que les rails. Donc, ils sont obligés de traverser les rails avant d'aller. C'est sur un pont. 30 mètres, peut-être, c'est un peu exagéré. On peut dire un truc comme 25 mètres. C'est sur un pont. Donc, au niveau de là-bas, c'est un pont. En bas, il y a l'eau. Un grand ravin, un grand pont, en fait. Il y a l'eau en bas. Là, c'est juste les rails. Donc, quand tu arrives même avec le pouce, il faut traverser sur les rails avant d'aller sortir de l'autre côté sur l'autre portion de terre. Ils sont arrivés, ils ont cherché le bois, blablabla. Au retour, généralement, dans les zones rurales, en ce moment-là, le train, ça fonctionnait encore. C'est pas comme maintenant au Cameroun. Le train, ça fonctionne plus dans cette zone rurale. L'histoire se déroule en Banga. L'histoire se déroule ici en Banga. Donc, du coup, ils ont pris le pouce après avoir cherché le bois. Ils ont rempli un grand pouce de bois. Ils ont commencé à pousser. Voilà le cousin qui arrête le guidon du pouce. Et le petit garçon qui vient dans la zone rurale, qui était natif de là, lui, il est de l'autre côté en train de pousser. Ils avancent. Ils arrivent justement à l'endroit où le rail traverse le pont de 25 mètres. Ils commencent à avancer. Généralement, lorsque le train arrive, juste le klaxon du train, même si tu as 50 à 100 mètres, tu vas écouter le bruit. Ce jour-là, ils n'ont même pas écouté ni le cousin qui tenait le guidon, ni son cousin qui était natif de là qui poussait. Personne pas mieux. C'est comme si on les avait totalement inoptisés, on les avait rendus sourds. Ils ont surgi comme ça, le train a surgi de nulle part. Ils avancent. Celui qui a tenu le guidon est devant. Juste au niveau où il est en train de décaler pour entrer sur la portion de terre pour quitter les rails. Maintenant, celui qui poussait le petit cousin qui était natif de là était encore sur les rails par derrière. Voilà le train qui surgit, boum. Personne n'a écouté le klaxon. Et ils n'étaient même pas distraits. Ils étaient plus concentrés sur le pouce en étant tellement prudents parce que c'est une zone qui est tellement dangereuse.
Le train arrivait comme ça, ce jeu de nulle part. Poum! Voilà le train qui fracture le pouce. Le cousin qui tenait le guidon a pu fuir, puisque quand il a vu le train, il s'est échappé. Il était là sur la portion de terre. Malheureusement, pour le petit cousin qui était natif de là, il était encore sur les rails par derrière. Le train a frappé le pouce. Vous savez, un train avec le pouce face à face. Transporter le pouce de bois, casser le pouce de bois, soulever. Donc, cogner en même temps avec le cousin. Imaginez la pression d'un train avec un être humain. Soulever le cousin qui était natif de là. Donc, ça l'a cogné, il est monté, ça l'a fait monter. Et puis après, lorsqu'il redescend, il descend que dans le ravin. Justement, il descend justement dans le ravin. Toum! Voilà son cousin qui était revenu des vacances. Lui, lorsqu'il a vu l'action, il était sûr et certain que son cousin était décédé. Il court, il rentre à la maison. Après quelque temps, le cousin que le train avait cogné, il a perdu connaissance pour quelque temps. Après, il s'est levé. Il a commencé à monter jusqu'à qu'il a pu sortir du ravin. Il a commencé à marcher. Il n'a eu aucune égratignure. Je dis bien aucune égratignure. Même pas une lèvre qu'il avait blessée, même pas une écorchure, même pas un doigt, même rien. Aucune égratignure. Là, je vous parle de quelqu'un qui a fait un face-à-face avec le train, un pouce de bois avec des gros morceaux de bois qui a été fracassés par le train, qui sont tombés même sur lui dans le ravin. Il n'a rien eu, aucune égratignure. Le miracle. Donc du coup, après quelques temps, lorsqu'il a repris connaissance, il est sorti du ravin, il a commencé à marcher. Son cousin avait couru à la maison, elle a dit que non, comme vous voyez là, il y a eu un accident, blablabla. Le train a fracassé, on savait que celui qui était natif, il a été décédé. Lorsqu'il explique comme ça, il est en train de pleurer, tout le monde est en train de pleurer. Vous savez, généralement à cette époque-là, lorsque le train cognait quelqu'un, vous savez que la caméra qui existait avant saisissait le corps, la famille, il fallait aller payer pour récupérer le corps, c'est comme ça que ça se passait. Donc du coup, le cousin qui avait survécu à l'accident de train, qui avait été percuté par le train, à tous les gros morceaux de bois qui étaient tombés sur lui, tombés dans un ravin en même temps, tombés dans l'eau, lorsque son cousin a couru à la maison, a expliqué la scène, tout le monde a commencé à pleurer. Après, subitement, le cousin a expliqué la scène, il reste derrière, la porte derrière. La maison, il y avait deux entrées, une entrée devant, une entrée derrière. Il s'assoit à l'entrée derrière, il voit son cousin qui avait été percuté en train d'arriver, fuit. Il dit c'est un revenant. Lui, c'était qu'il voyait plutôt un esprit, un ghost, un fantôme, quoi, en quelque sorte. Il fuit là, il dit, regarde, il est là. On dit qu'il est là, son fantôme est là. Tout le monde sort, regarde, on commence à crier, son fantôme, c'est lui. La tante qui les avait insisté qu'ils partent chercher le bois commence à se fâcher. Donc, juste quand elle a vu celui qui était supposé être mort, elle a commencé à se fâcher. Pendant que les gens sont en train d'accourir pour lui demander, mais tu as mal, tu sais comment on essaie un peu de lui consoler, mais elle est en train de dire, tu allais jouer au rail, casser le pouce, hein, le pouce, tu allais casser le pouce de la grand-mère, tu allais t'amuser au rail, et puis le train a pu casser le pouce. Les gens disent, oh. Au lieu de te plaindre de sa santé, comme il a survécu, puisque nous, on savait qu'on l'avait déjà perdu, toi, tu t'es dit, non, coucou. Elle a commencé à se fâcher, commencé à bavarder. Bizarrement, celui qui avait été cogné par le train était l'enfant unique à sa mère. Seul fils à sa mère, c'est là où sa mère s'est fâchée. Elle dit, mais tu peux pas parler comme ça, mon fils vient de faire un accident. Au lieu, on essaie de voir comment peut-être il avait une hémorragie interne, voir comment il faut faire, essayer de voir s'il avait mal quelque part. Toi, tu ne fais qu'un. Le pouce, c'est quoi? Le pouce, c'est rien. Le pouce, c'est juste un matériel, on peut racheter l'autre. Là, il y a eu des discussions, elle a pris son enfant. La tante ne fait que c'est fâché, elle rougit, elle bavard. Tout le monde essaie de lui calmer, elle fait que c'est fâché. Il y a eu des chamailleries, vous savez, les femmes, comment ça se passe, les tensions, ça va vite, elles sont impulsives. Et puis après, elle a pris son fils, ils sont montés, laissé la maison de l'arrière-grand-mère, ils sont allés plutôt là où maman vivait. Commencer à poser des questions à son fils, comment le fils a expliqué, ça attire l'attention de la mère. Mais comment vous arrivez, vous avez fait l'accident, elle, c'est qui l'intéresse le pouce. Elle est la seule qui se plaint, qui est fâchée, que tu allais casser le pouce. Le pouce, c'est quoi? Ça attire l'attention des mères. Vous savez, dans les zones rurales, les mères ne négligent jamais rien. Elle a commencé à faire des recherches sorties pour aller voir s'il y a eu c'est un truc simple ou bien c'est un truc mystique. Elle allait. On a dit non, comme tu vois, lui, c'est quelqu'un qu'on a vendu dans la sorcellerie, hein. On avait vendu, c'est que là-bas, ils n'ont pas pu le récupérer. Il a vraiment été cogné par le train. Il a vraiment subi un grave accident, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas autant pour moi. Il fallait qu'on travaille sur, on a commencé à travailler sur lui. La même nuit où on a bossé, il se couche dans la maison.
se couche le lit dans la chambre où il était, c'était un lit socle. Vous connaissez un lit socle. Les lits socles sont des lits qui vont du sol jusqu'en haut. Donc, il n'y a que des traverses, il n'y a pas d'espace en bas. Dormi la nuit, il dort la nuit. La maman est quittée, sa maman était dans sa chambre. Il était dans sa chambre aussi en même temps. Je sais pas, le matin, on écoute les bruits au fond du lit. Les bruits. Au fond du lit du garçon, quoi. Lorsqu'on retire les traverses, on retire le matelas, on retire les traverses, on trouve un gros chien. Un gros chien. Un gros chien. On s'est posé la question, comment est-ce que le chien l'a fait? Comment est-ce que le chien l'a fait pour rentrer? Un lit socle, je précise bien. Mais on trouve un chien au fond du lit. Comment est-ce qu'il a fait pour apparaître là-bas? On s'est posé 1001 questions. Personne n'a su. Personne n'a pu savoir comment le chien a fait pour arriver là-bas. Et puis après l'attente, le lendemain, lorsqu'on était en train de parler de l'histoire des chiens, la tante même qui se plaignait par rapport au pouce n'a même pas pris la peine de venir regarder ce qui s'était passé, de voir le chien. La pousse, son transport, elle est partie jusqu'à là, depuis ce temps-là. Elle ne passait plus là-bas. Hein. Même quand elle arrivait parfois, elle était plutôt du côté de la vieille grand-mère. Même, elle ne voulait plus rentrer en contact avec le jeune garçon en question. Elle évitait son regard, elle évitait de le croiser, elle évitait tout. C'est comme si le garçon le touffait, le garçon le mettait mal à l'aise. Donc, c'est un peu simple la petite histoire, le garçon qui a eu un accident de train. Merci beaucoup pour l'histoire, likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous appelle pour vous raconter une autre histoire. L'histoire que je vais vous raconter là, c'est une histoire aussi de sorcellerie. C'est triste. J'appelle encore de la Côte d'Ivoire. Et l'histoire concerne un Ivoirien du nom de X. Je préfère tel nom. Bon, le monsieur en question ne vit plus. Mais l'histoire m'a été racontée par sa fille et par sa femme. Donc pour cela, je me permets de parler de cette histoire. Le monsieur était un instituteur. Il vivait en ville, à Abidjan, plus précisément à Bobo Dokui. Il y a une petite commune à Abidjan, petit quartier qu'on appelle à Bobo Dokui. Donc c'est là le monsieur vivait. Il vivait là-bas, à Bobo Dokui, avec toute sa famille. Et il avait une famille au village, comme tout le monde bien sûr. Il partait tout le temps au village, voir sa famille, pour saluer ses parents, tout le monde. Donc un jour, le monsieur était à la maison et les gens du village ont appelé le monsieur et ils ont dit au monsieur, il y a ton neveu qui veut venir en ville pour venir fréquenter en ville. Donc on n'a pas suffisamment de moyens. Pardon, quand toi tu es instituteur là, faut le mettre à l'école et puis il n'a qu'à rester un peu chez toi, le temps de, voilà, faut l'éduquer aussi à ta manière. Le monsieur, ayant un cœur pur, ayant un cœur d'amour, il n'a pas hésité à accepter cette proposition en disant, oui, vous pouvez faire venir l'enfant. Je vais m'occuper de lui, je vais l'emmener à l'école. En tout cas, tout quoi, il va s'occuper de l'enfant. Donc l'enfant est venu à Abidjan. Tout allait bien, tout se passait proprement bien. L'enfant partait à l'école, tout et tout. Il mettait l'enfant au même niveau que tous ses enfants. Il n'y avait pas de différence, ni de préférence. Donc, quelques temps après, les villageois ont appelé le monsieur en lui disant que son père est mort. Or, pourtant que son père est mort il y a longtemps. Mais ils ont caché cela au monsieur. Ils ont caché. Ils n'ont pas dit plus tôt au monsieur que son père était décédé. C'est-à-dire le père meurt aujourd'hui. Et puis ils attendent quelques mois après, au moins 3 à 4 mois, 6 mois même, pour annoncer au monsieur. Donc le monsieur s'est dépêché de partir au village avec sa femme. Mais bizarrement, lorsqu'il partait au village avec sa femme, son épouse,
son épouse a eu un mauvais pressentiment. Et elle a dit ceci au monsieur. Ne faut pas, on va partir au village. Je ne sais pas pourquoi, mais il ressent quelque chose. Il ressent un mauvais pressentiment. Donc, faut pas, on va partir au village. Le monsieur ne voulait pas. Il dit non, mais allons. On dit mon papa est parti. Mon papa, c'est grâce à mon papa que je suis devenu ce que je suis. C'est grâce à mon papa que toi, tu m'as connu. Et puis toi, tu ne veux pas que moi, j'aille au village pour voir mon papa. Pourquoi? Donc, les deux se sont discutés jusqu'à la femme a accepté. Ils sont montés dans le car, direction le village. Direction le village. Et le village s'appelle Soubré. C'est un village situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le village s'appelle Soubré. C'est un village BT. Donc, ils ont pris la direction de Soubré. Et en cours de route, le car a failli faire un accident. Le monsieur a garé le car, le chauffeur du car a garé, et en démarrant encore à nouveau, il se rend compte que le car ne veut plus démarrer. La femme encore dit à son mari, tu vois, tout ça là c'est des pressentiments. Faut pas, on va partir. Il dit, toi tu dis quoi même? Allons, on voit mes parents. Donc discussion, les deux se sont discutés, tout et tout. La femme aussi a accepté. Elle a dit, bon allons, vu qu'on est déjà là, chercher un autre cas, on va chercher une solution, et puis on va partir. Donc ils ont fait de l'autostop. Et il y a un monsieur qui était dans son véhicule, qui les a pris et qui allait les déposer à Soubré. Et quand ils sont arrivés à Soubré, dès qu'ils ont mis les pieds dans les villages nets à Soubré, il a commencé à pleuvoir. Il y avait une forte pluie. Le monsieur s'est abrité, tout et tout. Il était chez ses parents. Tout le monde l'a reçu, tout et tout quoi. Et à son retour du village, il a fait... Je ne pense pas qu'il a fait un mois. Selon ce qui m'a été dit par sa fille, je pense qu'il a fait quelques semaines au village. Et puis il est rentré à Abidjan. Donc à son retour à Abidjan, le monsieur a commencé à maigrir. Il a commencé à mal se sentir. Il ne comprend pas. Il va à l'hôpital aussi. C'est bizarre. Les médecins ne voient rien. Les médecins n'ont rien détecté. Mais le monsieur souffre. Ça ne va pas. Et le monsieur avait du mal à manger. Et lorsqu'il mangeait, quand il se forçait même à manger un peu, juste un peu, pour prendre des forces, il n'était jamais rassasié. Non seulement il ne se rassasie pas, et puis c'est comme s'il n'a pas trop l'appétit. C'était une maladie mystérieuse, une maladie bizarre, qui n'a pas de nom. Ça le monsieur avait. Et un jour, la fille du monsieur avait des dons, elle a des dons de voyance. C'est elle qui a vu que pendant que son père mange, le jeune qu'ils ont ramené, le jeune qui a quitté au village pour venir fréquenter à Abidjan, son neveu là, s'arrête derrière lui. Et puis pendant que le monsieur mange, c'est le neveu qui prend la nourriture de manière spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, toi tu es en train de manger, tu es assis, tu manges à table, et puis quelqu'un se met derrière toi. Et puis pendant que toi tu manges là, physiquement tu es en train de manger, mais spirituellement là, c'est le jeune, tout ce que tu manges là, ça rentre dans le ventre du jeune, lui qui est derrière toi. Et puis tu n'es pas rassasié. Et puis tu n'as pas trop aussi l'appétit. Je ne sais pas comment expliquer ça quoi. Donc c'est ça, le monsieur vivait tous les jours. Et sa fille, grâce à l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, elle a pu voir ça. Elle a pu voir que son papa était victime de sorcellerie. Elle a expliqué à son papa dit non, ça c'est un enfant, il ne faut pas dire ça. Qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui te fait croire que ce que tu as vu là c'est vrai? Discuter avec la fille, avec sa fille, pardon. Et il a eu un malaise grave où il a été hospitalisé, où ça n'allait pas du tout. Ils sont partis à l'hôpital, ça n'allait pas. Rien n'y va.
Il est arrivé à l'hôpital. Ils l'ont gardé. Et pendant qu'on le gardait, le monsieur a commencé à parler en disant à ses filles, à ses enfants, à ses garçons, n'allez jamais au village. Dans mon village paternel, là, ne partez pas au village. Parce que ce qui m'arrive là, je sais ceux qui sont derrière ça. Je sais ceux qui font ça. Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Ils m'ont déjà tué. Ça, je sais qu'ils m'ont déjà tué. Mais vous là, ils ne vont pas pouvoir vous tuer. Écoutez mes instructions. Et puis vous n'allez pas mourir. Ne partez jamais au village. Les enfants disent non papa, il ne faut pas dire ça, on a compris. On ne va pas partir au village, mais il ne faut pas parler comme ça, tu ne vas pas mourir. 2 jours après, le monsieur était seul avec sa fille et sa femme. Et il a dit à sa femme et à sa fille que les voici, ils sont là. Ils sont venus pour me terminer. Si je meurs, faites retourner l'enfant, mon neveu là. Payez son transport. Il va partir au village. Mais ne mettez pas vos pieds au village. Mettez-le dans un car. Il va aller à Soubré. Ne partez pas au village. Si je meurs, ne partez jamais au village. Et puis, ne collaborez plus. Ne parlez même pas avec un membre de ma famille. Parce qu'ils sont tous des sorciers. Ils vont vouloir vous tuer. Ils vont vouloir vous détruire. Donc pour éviter tout ça là, ne partez pas au village. Bien vrai que les sorciers ne payent pas transport. Mais tant que vous allez rester à Abidjan, tant que vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas chercher à les rencontrer, ils ne vous feront aucun mal. Ça c'est le monsieur qui a dit tous ces mots sur son lit d'hôpital avant sa mort. Et le monsieur est mort. Et lorsque le monsieur est mort, les funérailles. Pendant les funérailles, il y a eu des histoires. Ces enfants ont fait des histoires avec la famille du monsieur, que c'est vous avez tué nos papas, quoi. Donc la famille du monsieur aussi a fait ils ont essayé de chacun a menacé l'autre, chacun a menacé son ami. Une semaine après, ceux qui ont prémédité la mort du monsieur, ceux qui étaient à la base de la mort du monsieur, ont commencé à voir le monsieur. C'est-à-dire, de manière physique, ils le voyaient comme ça, physiquement. Et puis, c'est eux seulement qui le voyaient. C'est eux seulement qui voyaient le monsieur. C'est eux seulement qui voyaient le monsieur. Et ils sont morts. Ils sont morts. Actuellement, où je vous parle, tous ceux qui ont participé à la mort du monsieur X en question, ne sont plus de ce monde. Et tous sont partis. Et tous sont morts. Et tout le monde est mort. Mais ils l'ont vu avant de mourir. Et ce qui m'a plu dans ça, ils ont confessé avant de partir. Le jeune homme qui était venu pour une mission, qui était derrière le monsieur pendant que le monsieur mangeait, n'est plus de ce monde. La dame, la propre soeur du monsieur qui a participé, c'est elle qui a livré son frère. Elle est morte, elle est morte de façon misérablement. Son corps pourrissait. Il y avait des asticots qui sautaient dans son corps. Jusqu'à ce qu'elle confessait. Et elle a été libérée. Quand je dis libérée, elle est partie définitivement. Elle est morte en même temps. Parce qu'elle souffrait. Son corps pourrissait, tout. Et lorsqu'elle a confessé, elle est morte. Vous voyez un peu. Dans la vie, là, en Côte d'Ivoire, ici, on dit trop gentil, là, ça porte malheur. Mais ce n'est pas à cause de ce genre de personnes qu'on ne sera pas gentil. Que nous, on ne va pas être gentil. Jamais. Mais cette histoire-là, c'est pour dire à tout un chacun de nous. Lorsqu'il y a un malheur qui doit nous arriver, là, Dieu, dans sa clémence et dans sa miséricorde, dans sa bonté, fait en sorte que nous ressentons que là où nous allons aller là, il y aura un malheur. Mais si nous persistons dans cette
logique là, dans cette direction, Dieu lui n'est pas responsable. En tout cas, c'était cette histoire que je voulu raconter. Il y en a plein d'autres, il y en a beaucoup d'histoires que je vais vous raconter, des histoires même qui sont plus effrayantes même que celle-ci. Je vais vous raconter ça. Ça vient avec le temps. Je vais vous raconter ça. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous ceux qui ont écouté ce message. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous protège et qu'il étend sa main puissante sur nous et nos progénitures. Amen. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Bonjour, bonsoir, la famille DMG. J'espère que vous allez bien. Ça dépendra de l'heure à laquelle chacun va écouter cette note. J'espère que vous allez bien. Liker, partager, commenter, inviter plus de personnes à venir écouter les témoignages pour savoir que les histoires mystiques, ça existe vraiment. Voilà, je ne serai pas trop longue. Je suis là pour une petite histoire me concernant. Et en même temps sensibiliser mes soeurs parce que je suis encore jeune, très jeune, nous sommes toutes jeunes, de faire très attention aux propos, que ce soit jeunes hommes ou jeunes filles qui sortent de la bouche de nos compagnons souvent, de faire très attention à ça. Il y a de cela quelques années, je fréquentais une personne, il faut dire que c'était la première relation. Je venais de commencer les choses des grandes personnes en fait. Comme on dit, c'était mon premier petit ami. Les choses allaient bien. Voilà, je ne connaissais rien de tout ce qui est homme, tout ça. C'était mon premier petit ami. Donc le gars, on se croise un jour, j'étais encore au lycée. Voilà, tout allait bien. Vous savez, quand tu viens de croiser pratiquement ton premier amour, je ne dis pas ton premier amour, mais quand tu commences à rentrer dans les choses des grandes personnes, tu te dis que tout ce qui se passe en ce moment-là, quand tu n'as pas trop d'expérience, tu te dis que c'est normal. Voilà, donc c'était le cas, une relation tranquille. Voilà. Mais bizarrement, le gars, quand on a commencé à se fréquenter, à avoir de l'intimité, le gars, tout le temps, il voulait qu'on ait des rapports intimes. C'est-à-dire que tout le temps. Et même souvent, même dans mes périodes de comment on appelle ça, de menstruer en fait. Moi, étant naïve, je ne savais pas en fait. Je me disais que, puisqu'il était bien plus âgé que moi, je me disais que c'était normal quand tu aimes une personne. Voilà, pour moi c'est comme ça. Comme j'étais beaucoup réservée, je ne parlais pas généralement de ce genre de choses avec des amis. Comme je ne suis pas trop amie avec mes soeurs aussi, ce sont mes demi-soeurs. Je ne m'ouvrais pas, je ne me confiais pas en fait. Donc pour moi c'était quelque chose de normal. Le gars voulait tout le temps avoir des rapports avec moi. Donc pour moi c'est normal, il m'aime. Voilà. Et une fois, après avoir fini de faire, voilà, le gars me dit, tu sais que j'ai remarqué que depuis qu'on soit ensemble là, le matin, souvent je suis couchée, il y a des gens que j'ai oublié qui m'appellent pour me donner de l'argent, ou bien il y a des gens qui me doivent, je les ai oubliés, mais qui m'appellent pour dire, il faut signaler que le gars, c'était un délégué médical. Bon, c'est un délégué médical parce qu'il est toujours en vie. C'est un délégué médical. Et pour ceux qui ne connaissent pas le délégué, c'est ceux qui ils travaillent pour un laboratoire pharmaceutique qui fabrique des médicaments. Et ce qu'ils font, c'est de se promener dans les hôpitaux, dans les pharmacies, pour proposer. Enfin, c'est comme les commerciaux en fait. C'est un commercial pour un laboratoire. Il se promène dans les pharmacies, les hôpitaux pour proposer, comment on appelle ça, les médicaments de son laboratoire, voilà, aux pharmacies et aux hôpitaux. Voilà, donc puisque quand c'est comme ça, souvent ils ont des gens qui prennent des produits à crédit et autres pour pouvoir tester. Souvent après ils payent. Donc le gars me dit, est-ce que tu sais, souvent depuis qu'on a commencé à sortir ensemble, souvent j'oublie, mais depuis un moment, les gens que j'ai oubliés, quand on fait, voilà, les trucs, matin on m'appelle pour me donner de l'argent, matin on m'appelle pour me donner, voilà,
j'ai de plus de clients en fait. Je suis plus demandée dans mon activité et autres. Moi, je dis, ah bon, ah c'est bien alors. Étant naïve, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Voilà, pour moi, c'est normal en fait. C'est normal que, voilà, si j'apporte du bonheur à mon homme. Et le gars, c'était quelqu'un qui était, bon, je ne vais pas donner son ethnie, mais c'est des gens dans les ethnies, ils pratiquent beaucoup. Ils pratiquent beaucoup, ils pratiquent très beaucoup. Voilà, des choses de marabout et autres là. Ils sont connus pour ça en fait. Voilà, mais je ne vais pas donner son ethnie. Voilà, donc c'est ce que le gars me dit. Ce qui faisait que le gars, il dit le gars tous les jours, le gars voulait, tous les jours. Puis c'était quelqu'un, on se voyait pratiquement, il dit, on se voyait tous les jours. Tout vu que c'était à l'intérieur du pays, le transport est facile. Et puis à l'époque, le gars était, quand lui et moi on se rencontrait, il avait une moto. Et quelques temps après m'avoir dit ça, il a acheté une voiture. Moi, je vais pas faire la remarque en fait. Pour moi, c'est normal, mon chéri a évolué, c'est normal. Mais chose bizarre, malgré qu'il venait me dire, il venait me chanter tout ça, oui, ça va, voilà. Le gars, pour me donner de l'argent, c'était compliqué. À l'époque, nous n'a pas grandi dans les choses d'argent, de petite amie, demander de l'argent. Pour moi, c'était une relation normale. Mais le gars, pour me donner de l'argent en tant que s'appelait, puisque j'étais encore, comment on appelle ça, à l'école, voilà, pour moi, l'argent, et puis c'était à l'intérieur, le transport, ça coûte pas. Nous, on marchait pour aller à l'école. Donc, c'était pas une question de matériel. Mais le gars, c'est le genre de personne, quand je disais, ah, bébé, je veux manger telle chose, il est prêt à aller payer cette chose-là pour me donner. Et bizarrement, il a fait en sorte que tout le monde le connaît chez moi à la maison. C'est-à-dire que ma famille, mes soeurs, ma mère même me le connaissait. Il s'imposait tellement dans le quartier, tout le monde le connaissait parce que le gars venait tous les jours me voir, tous les jours. Et quand il venait, il ne voulait pas se cacher en fait. Donc c'était comme tout le monde le connaissait. Donc quand tu lui demandes de l'argent, il te dit non, que non, je n'ai pas d'argent. Mais quand tu dis que tu veux manger, c'est le genre de personne, il est prêt à payer toutes sortes de nourriture que tu veux pour te donner en fait. Tu vas manger. Et puis, à la maison aussi, toutes les personnes qui tombaient malades, il suffisait que quelqu'un dise, ah, je me sens pas bien. Il était prêt à donner même les médicaments pour suivre les traitements et tout ça. Même quand les gens allaient à l'hôpital, il prenait les ordonnances, il payait les médicaments pour donner à tout le monde. Mais quand tu lui demandes quelque chose pour te donner l'argent physique comme ça, c'était vraiment compliqué. Alors que le gars, il a vu que sa vie avait changé. Il a eu à me dire, au fur et à mesure, j'ai constaté que vraiment, ça n'allait plus. Voilà, je peux être avec quelqu'un, les gens, et puis ces jeunes personnes, quand ils voient un nouveau truc sur toi, ils te disent, mais tu es bien habillé, c'est comme ça, c'est joli, c'est comme ça. Mais il n'était pas prêt à te donner de l'argent physiquement, en fait. Il n'est pas prêt. Donc, avec le temps, on a fait un bout de temps ensemble, il a même voulu me marier, tout ça. Mais il y a eu des choses, et après, quand je me suis rappelé de ce qu'il mais lui a dit que, mais attends, toi, tu dis que quand on fait ceci, tu gagnes de l'argent. Maintenant, toi, mais tu es méchant, c'est-à-dire que tu m'utilises, tu gagnes de l'argent et tu ne peux me donner aussi pour que je mange en fait. C'est toi seul, tu bénéficies de cet argent-là. Et puis, même, donc pourquoi? Donc, c'est-à-dire que tu m'utilises et puis l'argent, là, moi, je ne bénéficie pas. Que c'est toi seul qui bénéficie de ma chance en fait. J'ai compris que le gars abusait de moi, j'ai compris que le gars utilisait ma chance dans ce travail et autres. Donc, quand j'ai compris ça comme ça, arrivé cet moment, j'ai eu à faire des histoires avec lui. Et le mois où il a décidé de me donner de l'argent, pour me donner de l'argent de poche, mettre sur moi. Et c'est le gars, il avait toujours des problèmes. Hein. Quand je lui demande, non, j'ai pas, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand j'ai vu ça, c'était un moment, voilà. J'ai arrêté la relation, j'ai aimé faire la relation. Le gars est venu, il a plaidé, il voulait même me marier. Moi, j'ai dit non, j'ai aimé faire la relation. Vraiment, c'est pour interpeller mes soeurs de faire très attention. Moi, je lui disais, mais si l'argent, même. Moi, mais je bouffais aussi, je me donnais aussi pour que je profite de ça. Il me dit, c'est ma chance, on utilise à deux en fait, parce que mon chéri, c'est normal. Mais tu veux pas? C'est-à-dire que. Donc voilà un peu, c'est pour dire à mes soeurs de faire très attention. De faire très très attention, et à mes frères aussi, parce que dans la parole, il y a beaucoup de choses qui sortent. Apprenez à écouter vos conjoints, apprenez à écouter ce que les gens disent, même vos pointeurs. Il y a beaucoup d'informations dans ce qu'ils l'ont dit. Donc faites beaucoup attention. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Que Dieu nous garde. Merci.
Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00. Si vraiment tu aimes le concept, abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage, commande. Et quand on dit partager, s'il vous plaît, c'est copier le lien de la vidéo et envoyer dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. Merci, portez-vous bien, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.